Bonjour et bienvenue sur Les Rares Livres. Aujourd'hui, nous plongeons dans un ouvrage puissant et intemporel, Sens commun, de Thomas Paine, un texte qui a marqué l'histoire et éveillé des générations à la liberté, au courage et à la responsabilité individuelle. Un livre essentiel, revisité, lu et interprété par Les Rares Livres, pour vous offrir une compréhension profonde, claire et accessible de ses messages les plus forts. Installez-vous confortablement et entrons ensemble dans ce chef-d'œuvre qui a changé le cours du monde. Introduction. Dans Sens commun, Thomas Paine ouvre son texte par une idée simple, presque évidente, mais que l'humanité semble oublier à chaque génération. Un gouvernement n'est rien d'autre qu'un outil créé par les citoyens pour servir leurs besoins, protéger leurs droits et organiser leur vie commune. Ce chapitre introductif nous invite à revenir à la base, à dépouiller la politique de tout ce qui l'enveloppe aujourd'hui, privilèges, hiérarchie, institutions figées, pour retrouver sa fonction essentielle, être un instrument entre les mains du peuple. Paine explique que la société existe naturellement, portée par l'entraide, les échanges, l'instinct humain de vivre ensemble. Mais le gouvernement, lui, n'est qu'un mécanisme inventé pour corriger les imperfections humaines, canaliser les conflits et garantir la sécurité. Autrement dit, ce n'est pas la nature qui impose un système politique, mais la volonté des citoyens eux-mêmes. Pourtant, et c'est là tout le paradoxe que dénonce Paine, la majorité des gens finit par oublier cette vérité fondamentale. Au lieu de voir le gouvernement comme une création humaine, ils commencent à le percevoir comme une entité supérieure, presque sacrée, dotée d'une autorité indépendante. Cette perte de perspective provoque une dérive silencieuse. L'instrument se transforme en maître. Le système créé pour protéger le peuple se met à le dominer. Les dirigeants, autrefois simples serviteurs de la volonté collective, deviennent des figures intouchables, détachées de la réalité et souvent plus préoccupées par la préservation de leurs privilèges que par le bien commun. Thomas Paine alerte contre ce glissement subtil mais destructeur. Dès que le peuple oublie qu'il est l'auteur du système, il devient victime de ce système. À partir de là, la liberté n'est plus garantie. La justice se fragilise et l'esprit critique s'éteint. L'introduction du livre sert alors d'appel vibrant à la lucidité. Paine veut rappeler à chaque citoyen que rien dans un gouvernement n'est naturel, immuable ou permanent. Tout peut être repensé, amélioré, reconstruit. La souveraineté ne vient pas d'un roi, d'un chef d'État, d'une classe politique ou d'une constitution figée par le temps. Elle vient du peuple, de sa capacité à réfléchir, décider et agir. L'objectif de Sens commun est précisément de réveiller cette puissance intérieure que beaucoup ont abandonnée sans même s'en rendre compte. Ce texte n'est pas un simple pamphlet politique, c'est une invitation à ouvrir les yeux sur ce qui semble aller de soi, à questionner ce qui paraît normal, à ne jamais accepter l'autorité comme un destin. Paine veut que le lecteur se demande « Qui a construit ce système ? Qui le fait fonctionner ? Qui le tolère ? Qui peut le changer ?» Et la réponse, pour lui, est toujours la même. Le peuple. Chaque page de ce livre nous pousse à réfléchir sur notre responsabilité personnelle et collective. Lorsque les citoyens renoncent à leur pouvoir de jugement, ils deviennent des spectateurs passifs dans un théâtre dirigé par une minorité. Mais lorsqu'ils se rappellent qu'ils sont les auteurs de la pièce, ils peuvent réécrire le scénario. L'esprit critique devient alors une arme pacifique, mais redoutable. Il détruit les illusions, fait tomber les masques et révèle la vérité derrière les institutions. À travers cette introduction, Paine espère libérer la pensée de toutes les chaînes invisibles qui l'entravent, la peur de l'autorité, la résignation, l'habitude, l'ignorance héritée, les traditions acceptées sans réflexion. Il veut que chacun retrouve le courage de questionner ce qui semble intouchable. Sens commun n'est donc pas un livre pour les experts ou les érudits. C'est un livre pour chaque citoyen, pour chaque homme et chaque femme qui veut comprendre le rôle réel du pouvoir et la place du peuple dans son destin. Paine insiste, penser par soi-même est la première étape de toute libération collective. Rien ne change en surface si les mentalités restent prisonnières de vieilles croyances. C'est pourquoi il propose un texte clair, direct, accessible, pour que personne ne reste exclu du débat politique. Cette introduction pose donc les bases du reste de l'ouvrage.
une exploration lucide de la manière dont les peuples se sont laissés dominer par des systèmes qu'ils avaient pourtant créés eux-mêmes, et un appel puissant à reprendre en main ce qui leur appartient. Non pas par violence ou révolte impulsive, mais par réflexion, conviction et unité. Le message de Paine résonne encore aujourd'hui. Un peuple qui oublie son pouvoir devient vulnérable. Un peuple qui le redécouvre devient invincible. Et ce livre, dès son premier chapitre, a pour mission de rallumer cette étincelle. Chapitre 1. L'illusion de l'autorité. Comprendre l'autorité nécessite d'abord de comprendre pourquoi tant de personnes, depuis la nuit des temps, donnent à d'autres êtres humains un pouvoir qu'ils n'auraient jamais eu naturellement. L'autorité n'est pas une loi de la nature. Ce n'est pas une force indépendante ou une entité mystique. C'est une construction mentale, un accord tacite entre les individus, un phénomène social qui n'a de valeur que parce que des millions de gens y adhèrent. L'un des plus grands pièges de l'histoire humaine est d'avoir transformé cette construction en vérité absolue. Les sociétés ont fini par considérer certaines formes de pouvoir comme sacrées, intouchables, presque divines. Pourtant, chaque système politique, chaque institution, chaque règle, chaque titre, chaque siège de pouvoir a été imaginé, écrit, modifié et appliqué par des êtres humains dont l'imperfection, la subjectivité et les intérêts personnels sont les mêmes que ceux de n'importe quel citoyen ordinaire. Le premier grand mensonge que Paine cherche à dissiper est l'idée que certaines catégories d'hommes seraient naturellement destinées à gouverner. Ce mythe a servi d'outil à toutes les dominations, monarchie, empire, dictature, oligarchie moderne, et même certains gouvernements se réclamant du peuple tout en l'étouffant. Le processus est subtil. Une fois qu'un groupe obtient le pouvoir, il façonne son image, ses symboles, ses récits, jusqu'à faire croire que son autorité est la norme, l'ordre naturel, quelque chose d'indispensable ou d'éternel. L'être humain, lui, s'y habitue. Il se dit que puisque la structure a toujours été là, elle doit avoir une légitimité. Et c'est ainsi que naît l'illusion. Les gens se mettent à obéir, non pas parce qu'ils comprennent ou qu'ils approuvent pleinement ce qui leur est imposé, mais parce qu'ils croient qu'il faut obéir. Cette obéissance automatique, mécanique, sans réflexion, est la première prison invisible dans laquelle les peuples tombent. Paine insiste sur le fait que le pouvoir n'appartient pas naturellement à l'autorité, mais à ceux qui consentent à cette autorité. Les dirigeants sont forts seulement lorsque les gouvernés leur donnent cette force. Aucun roi n'a jamais été puissant par nature. Il l'a été parce que des milliers d'hommes ont accepté de se prosterner devant lui. Aucun gouvernement n'a perduré parce que ses lois étaient divines. Il a tenu debout parce qu'une majorité silencieuse le laissait faire. Ce que beaucoup oublient, c'est que l'autorité ne se maintient que par la croyance collective. Et c'est justement cette croyance que Paine entreprend de briser. La première erreur des peuples est de considérer leurs dirigeants comme supérieurs. Mais pourquoi accorder à un homme, né de chair et de sang, les attributs d'un être supérieur? Pourquoi imaginer que certains seraient mieux faits pour commander, alors que tous naissent avec les mêmes limites, les mêmes fragilités, les mêmes passions? Paine rappelle que le pouvoir politique ne vient pas d'une essence particulière, mais du consentement. C'est un accord. Et un accord peut être retiré, modifié, renégocié. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre que cet accord existe. Là où le danger commence, c'est lorsque les citoyens ne voient de plus cet accord. Ils pensent que l'autorité est un destin. Ils oublient qu'ils ont choisi, consciemment ou non, de se soumettre. Une société qui ne comprend plus l'origine de son système politique devient vulnérable, car elle accepte tout sans question. Un peuple qui obéit machinalement devient prévisible, manipulable, facile à dominer. La domination la plus efficace n'est pas celle qui utilise la force, mais celle qui obtient la conformité sans même devoir la demander. Les grandes tyrannies de l'histoire ne se sont pas installées par hasard. Elles se sont nourries de l'obéissance passive de millions de personnes qui ne se croyaient pas responsables de ce qui se passait. Paine considère cette obéissance aveugle comme la véritable racine de l'injustice politique. Ce n'est pas seulement la faute du tyran s'il devient tyrannique, c'est aussi la faute du peuple s'il ferme les yeux ou accepte le système comme une fatalité. Mettre un homme sur un trône crée immédiatement une hiérarchie artificielle, et cette hiérarchie finit par devenir une idole collective. Les gens imaginent qu'il est normal de se laisser gouverner,
même lorsque les gouvernants ne servent plus l'intérêt général. Le plus inquiétant, c'est que ce mécanisme se répète dans chaque époque, sous chaque forme de gouvernement, même les plus modernes. Beaucoup pensent vivre dans des sociétés libres simplement parce qu'elles portent le label de démocratie. Pourtant, si le peuple ne réfléchit pas, s'il ne questionne pas les décisions, s'il ne comprend pas les institutions, s'il ne contrôle pas ceux qui gouvernent, alors la liberté n'est qu'une illusion. L'autorité prend toujours plus de place lorsque les citoyens en abandonnent peu à peu le contrôle. Paine pousse le lecteur à se demander « Pourquoi est-ce que j'obéis? Est-ce par conviction ou par habitude? Est-ce parce que je comprends le système ou parce que je pense que je n'ai pas le choix? Est-ce que je participe vraiment ou est-ce que je subis ?» Ces questions sont essentielles, car un peuple qui cesse de se questionner cesse d'être souverain. Un citoyen qui ne comprend pas la logique du pouvoir devient une pièce interchangeable dans une machine qu'il ne maîtrise pas. L'autorité arbitraire commence donc là où s'arrête la pensée critique. Les systèmes politiques n'ont rien de sacré. Ils ne sont pas les créations d'une force supérieure, ils sont le résultat de décisions humaines, parfois bonnes, parfois mauvaises, souvent influencées par les intérêts du moment. Les constitutions, les lois, les institutions, les symboles du pouvoir, tout cela peut être changé, amélioré, corrigé. Aucun système n'est parfait et aucun ne doit être considéré comme intouchable. En croyant que certains modèles politiques sont définitifs, les peuples se privent de leur capacité d'évolution. L'histoire montre que ce que les hommes ont construit, d'autres hommes l'ont détruit ou transformé. Les empires ont chuté, les monarchies se sont effondrées, les constitutions ont été réécrites. La seule constante, c'est le changement. Mais le changement n'est possible que lorsque les citoyens se rappellent qu'ils sont les architectes du système, pas les esclaves des institutions. Paine appelle à une prise de conscience collective, l'autorité n'a de force que celle que tu lui donnes. C'est un message puissant, presque révolutionnaire, qui renverse les fondements de la politique traditionnelle. Au lieu de voir l'État comme une puissance supérieure, il faut le voir pour ce qu'il est réellement. Un service créé par les citoyens, dépendant de leur participation, et justifié uniquement par son utilité. Là où le système cesse de servir, il cesse d'être légitime. L'obéissance doit toujours être un acte réfléchi, jamais un réflexe. Le jour où un peuple arrête d'obéir automatiquement, il retrouve son pouvoir. Le jour où il questionne l'autorité, cette autorité doit répondre. Le jour où il refuse le silence imposé, il récupère sa place dans le monde. Paine veut réveiller cette force intérieure, cette capacité à dire non, cette lucidité qui permet de reconnaître les illusions pour ce qu'elles sont. Les chaînes les plus solides ne sont pas celles qui enserrent les mains, mais celles qui anesthésient l'esprit. Croire aveuglément au système est la première de ces chaînes. L'autorité n'est pas une fatalité, mais une construction. Elle n'est légitime que si elle est comprise et acceptée par un peuple conscient. Elle n'existe réellement que parce que chacun, individuellement et collectivement, participe à sa création. Ce chapitre, en dévoilant le mécanisme de cette illusion, prépare le terrain pour tout le reste du livre. Un appel à la vigilance, à la réflexion, à la responsabilité. Car la souveraineté d'un peuple commence toujours par la lucidité de chacun de ses citoyens. Chapitre 2. La société versus l'État. Comprendre la différence entre la société et l'État permet de saisir l'un des messages les plus profonds de Thomas Paine. Le bonheur des hommes naît naturellement de leur capacité à coopérer, tandis que leurs souffrances proviennent souvent des structures de pouvoir qu'ils créent par peur, par méfiance ou par nécessité. La société est un organisme vivant, spontané, créatif. L'État est une machine fabriquée, rigide et souvent lourde. La société est née avant la politique, avant les lois, avant les gouvernements. Elle est née dès que deux êtres humains se sont rencontrés et ont compris qu'ensemble, ils pouvaient vivre mieux que seuls. Cette coopération première, ce besoin d'échanger, d'aider, de partager, de se protéger mutuellement, constitue le socle de tout progrès humain. La société grandit par l'amitié, le commerce, la famille, les passions partagées, les projets communs. L'État, lui, naît d'un tout autre sentiment. La crainte. Il surgit quand les hommes ne sont plus sûrs que tous respecteront spontanément ce qui est juste. Cet écart entre la confiance naturelle et la méfiance organisée dessine une frontière que beaucoup ne voient plus. Paine veut justement rendre cette frontière visible,
car elle explique pourquoi les peuples confondent ce qui les élève et ce qui les contraint. La société est un bien, parce qu'elle est le résultat direct de l'énergie humaine libre. Chaque innovation, chaque découverte, chaque acte d'entraide, chaque progrès technologique ou artistique provient de la créativité des individus. Aucun peintre n'a eu besoin d'un décret pour peindre, aucun inventeur n'a attendu une permission pour imaginer, aucun commerçant n'a dû appeler un ministre pour troquer ses produits, aucun parent n'a eu besoin d'un chef d'État pour aimer son enfant. La société n'a pas été imposée. Elle a été désirée, construite, tissée par les liens naturels qui unissent les hommes. Elle est le terrain où l'humanité se réalise. C'est elle qui fait naître le commerce, les échanges, la confiance mutuelle, la culture, les rites, l'éducation, les rêves partagés. Chaque individu y apporte sa part, ses talents, son énergie, sa vision. La société stimule, élève, enrichit, elle optimise les potentiels, elle permet à chacun de contribuer et de recevoir. L'État, en revanche, apparaît au moment où les hommes se disent que la seule bonté naturelle ne suffira pas toujours. Il est construit comme un rempart contre les abus. Penn rappelle que l'État n'est pas une extension de la société, mais la réponse à ses limites. Il est né parce que certaines personnes choisissent la violence plutôt que la coopération, la domination plutôt que le partage, la force plutôt que le dialogue. L'État intervient pour prévenir ces excès. Mais ce qui commence comme un mécanisme de protection peut très vite se transformer en source de nouveaux abus. Le danger survient quand cette structure censée défendre le peuple se met à le surveiller, le taxer, le contrôler, parfois plus sévèrement que les dangers qu'elle devait combattre. Le contraste est frappant. La société pousse l'homme vers le progrès, tandis que l'État, lorsqu'il dépasse sa fonction, l'alourdit et le freine. Penn compare souvent la société à une bénédiction et le gouvernement à un mal nécessaire. Le problème n'est pas dans l'existence de l'État, mais dans la déformation progressive de son rôle. Au lieu de servir, il se met parfois à gouverner. Au lieu de protéger, il commence à limiter. Au lieu d'offrir un cadre, il impose un carcan. Lorsque le peuple oublie que l'État n'a été créé que pour résoudre des problèmes, il finit par accepter ce même État comme un maître. Et c'est là que le danger commence. Pour Penn, la société représente la créativité humaine en action. Elle invente les outils, les villes, les sciences, les arts. Elle construit les relations, les réseaux, les solidarités. Les échanges commerciaux ne naissent pas des lois, mais des besoins mutuels. Les progrès culturels ne viennent pas des décrets officiels, mais du désir humain de s'exprimer, d'apprendre, de comprendre. L'économie, malgré toutes les régulations qui finissent par la cerner, est d'abord une forme de conversation entre individus. La société est vivante parce qu'elle est faite par l'homme, pour l'homme, sans intermédiaire. L'État, lui, ne produit rien par lui-même. Il organise, administre, régule, surveille. Sa fonction n'est pas de créer, mais d'encadrer. S'il devient trop fort, il étouffe la société. S'il devient trop faible, il laisse la violence se développer. Penn invite donc à un véritable équilibre. Un gouvernement doit être suffisamment solide pour protéger les droits des citoyens, mais suffisamment limité pour ne jamais remplacer leur liberté. Ce qui effraie Penn, c'est la rapidité avec laquelle les gouvernements oublient qu'ils ne sont que des outils. Une fois en place, ils tendent naturellement à s'étendre, à créer des règles supplémentaires, à élargir leurs fonctions, à multiplier les impôts, à renforcer leurs mécanismes de surveillance. La machine étatique, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, cherche constamment à s'alimenter elle-même. Elle devient lourde, omniprésente, coûteuse, intrusive. Le citoyen se retrouve alors non pas protégé, mais prisonnier d'un système qu'il a lui-même permis de créer. La société encourage l'entraide, mais l'État, par nature, inspire toujours une certaine crainte. Même dans les pays les plus libres, chacun ressent cette tension lorsqu'il entend parler de fiscalité, d'autorité administrative, de sanctions, de règlements. Cette peur diffuse témoigne du fait que l'État n'est jamais complètement neutre. Il agit avec une légitimité qui doit être constamment surveillée, remise en question, ajustée. Penn voit dans cette méfiance le signe que l'État ne peut jamais être confondu avec la société. La société ne fait pas peur. L'État, si. La confusion entre les deux est l'une des grandes tragédies politiques. Lorsque les populations croient que l'État est le garant de tout progrès, elles oublient leur propre rôle et finissent paralysées.
Elles pensent que les solutions viendront d'en haut, alors qu'elles sont nées, historiquement, d'en bas. Ce transfert de responsabilité est dramatique. Un peuple qui croit que tout dépend du gouvernement cesse d'agir, de créer, d'innover. L'État ne devient alors pas seulement une structure administrative, mais une autorité morale qui se substitue à l'énergie sociale. Penn se bat contre cette idée, car elle détourne l'humanité de sa propre puissance. La société est généreuse, l'État est prudent. La société donne, l'État prend. La société construit spontanément des ponts. L'État construit des barrières pour protéger ces ponts. Penn ne nie pas l'utilité de l'État. Il met en garde contre l'idolâtrie de l'État. Quand un peuple commence à croire que l'État est indispensable à chaque aspect de la vie, il transforme un outil en maître. Le résultat est prévisible. Centralisation, bureaucratie, lourdeur, surveillance, impôts croissants, décisions prises loin de l'expérience réelle des citoyens. L'impôt constitue l'un des exemples les plus parlants. Dans une société, chacun contribue naturellement par son travail, son expertise, ses échanges. Dans un État, la contribution devient obligatoire, imposée par la force si nécessaire. Lorsque le système fonctionne bien, cet impôt sert à protéger, éduquer, soigner, construire. Mais lorsque l'État échappe à la vigilance du peuple, cet impôt se transforme en fardeau. Il devient un moyen d'entretenir des privilèges, une bureaucratie inutile ou des politiques éloignées des besoins réels. La société ressent cette charge sans toujours comprendre qu'elle provient du développement incontrôlé d'une structure qui devait n'être qu'un instrument. Pour Penn, la solution est simple. L'État doit toujours rester subordonné à la société. Jamais l'inverse. C'est à la société de définir le gouvernement, de le réformer, de le corriger, de le réduire lorsque nécessaire. L'État ne doit pas dicter la direction du peuple, mais suivre cette direction. Il n'est pas un guide, mais un serviteur. Lorsqu'un gouvernement commence à penser qu'il connaît mieux que les citoyens ce qui est bon pour eux, il franchit la ligne dangereuse qui sépare la protection de la domination. L'arrogance politique naît toujours du même oubli, celui de la véritable source du pouvoir. Le peuple est la fondation. L'État est l'étage ajouté. La société est l'arbre. L'État est le tuteur. Une société mature doit être capable de grandir même si le tuteur disparaît. C'est lorsqu'on confond les deux que les nations se fragilisent. Un peuple vibrant, actif, créatif, peut prospérer même avec un gouvernement minimal, mais un peuple passif, infantilisé, dépendant d'une autorité centrale devient vulnérable, même si cette autorité est immense. Penn encourage une prise de conscience qui, pour lui, est le début de toute réforme politique. Comprendre que la société est naturellement bonne, alors que l'État, même dans ses meilleures intentions, porte toujours le risque du contrôle excessif. Le vrai progrès vient du bas, jamais du sommet. Le rôle d'un gouvernement juste est de faciliter cette dynamique, non de la dominer. Pour Penn, une société libre est celle où les individus savent faire la distinction fondamentale entre ce qui relève de leur énergie collective et ce qui relève de l'appareil de contrôle. La société doit inspirer, créer, unir. L'État doit protéger, encadrer, servir. Le jour où ces deux rôles s'inversent, des problèmes apparaissent. Stagnation économique, frustration populaire, abus de pouvoir, perte de créativité, réduction des libertés. Le chapitre s'achève sur une idée essentielle. L'État doit être un outil, jamais une idole. Son rôle est limité. Son existence dépend de l'utilité qu'il apporte. Sa légitimité repose sur la confiance vigilante du peuple. La société, elle, demeure le véritable moteur du progrès humain. C'est dans la société que naissent les rêves, les innovations, les valeurs, les solidarités. L'État, lui, n'est légitime que si son action permet à cette société de s'épanouir. Partie 3. Le mythe de la monarchie et des élites. Depuis des siècles, les peuples se racontent des histoires pour donner un sens à l'organisation de leur monde. Et parmi ces histoires, l'une des plus tenaces est celle qui affirme que certains individus naissent destinés à régner, comme si une main invisible leur avait accordé le privilège naturel de commander. Pourtant, lorsqu'on analyse cette croyance avec lucidité, on découvre qu'elle repose davantage sur l'imaginaire collectif que sur une quelconque vérité biologique ou rationnelle. Rien, absolument rien dans la nature humaine ne justifie que certains soient nés pour donner des ordres,
tandis que d'autres seraient condamnés à obéir. La monarchie, l'élitisme politique, les classes dirigeantes prétendument supérieures ne sont que des inventions sociales, des conventions renforcées par les traditions, les coutumes et la peur du changement. Et si ces illusions perdurent, c'est parce que les peuples, souvent sans en avoir conscience, participent eux-mêmes à leur entretien par leurs croyances, leurs habitudes et leurs renoncements. L'idée qu'un homme serait prédestiné à gouverner relève d'une logique qui s'effondre dès qu'on l'examine de près. Aucun enfant ne naît avec une couronne sur la tête, aucune génétique ne transmet un droit de domination, aucun sang n'est plus noble qu'un autre. L'histoire humaine a pourtant longtemps cherché à justifier ce privilège en invoquant la volonté divine, un hasard héréditaire ou une supériorité supposée. Ainsi, pendant des siècles, les rois et les reines ont affirmé qu'ils détenaient leur pouvoir de Dieu, que leur autorité ne pouvait être contestée parce qu'elle était sacrée. Le peuple, habitué à ce discours, a fini par l'accepter, croyant que contester un roi revenait à contester Dieu lui-même. Et cette confusion entre le religieux, le politique et le culturel a produit une soumission volontaire, un réflexe profondément ancré qui a traversé les générations. Les élites ne sont pas arrivées au pouvoir seules. Une partie des peuples a participé à leur érection, non pas par obligation physique, mais par croyance. Lorsque l'on réfléchit à la notion d'élite politique, on se rend compte qu'elle repose souvent sur une illusion soigneusement construite. Les élites ne sont pas des êtres supérieurs, mais des individus entourés de récits qui les magnifient. On raconte qu'ils sont plus intelligents, plus sages, mieux préparés, mais ces affirmations ne résistent pas à la réalité. Avoir du pouvoir ne prouve pas qu'on le mérite, encore moins qu'on le maîtrise. Ce sont les institutions, les traditions et les systèmes éducatifs qui produisent ces hiérarchies artificielles. On apprend dès l'enfance que certains sont faits pour diriger et d'autres pour suivre, comme si cette distinction était naturelle. Pourtant, elle n'est qu'une construction politique répétée au point de devenir invisible. En réalité, l'élitisme est un produit culturel. Les peuples fabriquent leurs dirigeants en leur attribuant des qualités qu'ils n'ont pas toujours, puis s'en convainquent au point d'oublier qu'ils ont eux-mêmes forgé ce statut. En observant les anciennes monarchies, on comprend que leur pouvoir reposait moins sur la force que sur la croyance collective. Le roi ne tenait pas sa puissance uniquement de son armée, mais surtout de l'acceptation du peuple. Sans cette acceptation, même les plus grandes dynasties se sont effondrées. À chaque fois qu'une population cesse de croire à la légitimité d'un souverain, son trône vacille. Ainsi, l'histoire montre que les peuples créent leurs propres oppresseurs en leur cédant leur pouvoir, souvent par habitude, par crainte ou par admiration mal placée. On élève les dirigeants comme des figures séparées du reste de l'humanité, alors qu'ils sont simplement des humains entourés de symboles. Une couronne n'est qu'un morceau de métal, mais elle devient sacrée lorsque des millions de personnes y projettent leur loyauté et leur peur. Cette servitude mentale n'est pas limitée à la monarchie. Elle traverse aussi les régimes modernes. Les élites actuelles, qu'elles soient politiques, économiques ou intellectuelles, héritent du même mécanisme. Les citoyens finissent par considérer que ceux qui occupent le sommet sont différents, presque indispensables, alors qu'ils ne sont que les bénéficiaires d'un système fondé sur la croyance collective. L'idée qu'un petit groupe serait naturellement plus compétent pour diriger une nation relève du même mythe que celui d'un roi choisi par Dieu. L'illusion change de forme, mais pas de substance. On remplace les couronnes par des diplômes prestigieux, les trônes par des institutions complexes, les mythes religieux par des récits technocratiques, mais la logique reste la même, glorifier un petit nombre pour mieux justifier leur domination. Et tant que les peuples adhèrent à cette exaltation, ils contribuent eux-mêmes à renforcer les chaînes qu'ils prétendent détester. La soumission à l'élitisme trouve souvent son origine dans la peur, peur du chaos, peur du changement, peur de l'inconnu. Beaucoup préfèrent confier leur destin à quelqu'un d'autre plutôt que d'assumer la responsabilité de leur liberté. Alors, lorsqu'un individu se présente comme plus fort, plus intelligent ou mieux armé pour gouverner, les peuples le suivent, non pas parce qu'il en est digne, mais parce qu'il offre une forme de sécurité psychologique. Accepter une autorité supposée supérieure permet d'éviter de réfléchir, de décider, de s'opposer. Ainsi, l'élitisme prospère dans les terrains où les citoyens renoncent à leur pouvoir en échange d'une illusion de stabilité. Et les dirigeants, conscients de cette dynamique,
entretiennent soigneusement leur image de sauveurs, de protecteurs, de figures incontournables. Pourtant, dès qu'on retire le vernis, on découvre la fragilité de ce système. Aucun être humain n'est intrinsèquement qualifié pour régner sur d'autres. Aucun cerveau n'est programmé pour commander par nature. Chaque dirigeant n'est que le résultat d'un contexte historique, d'un réseau social, d'un environnement, d'un récit culturel. Et pourtant, malgré cette évidence, les peuples continuent de croire au mythe de la supériorité politique. Ils oublient que ce sont leurs voix, leurs impôts, leur obéissance qui donnent sa force à l'élite. Sans adhésion populaire, la monarchie s'effondre, les institutions se désagrègent, les privilèges disparaissent. L'élite n'est forte que parce que les peuples la nourrissent de leur confiance. En réalité, la supériorité attribuée aux dirigeants n'est qu'un miroir déformant, un effet d'optique sociale produit par des siècles de répétition. Lorsqu'on remet en question ce mythe, on comprend que la véritable source de l'oppression politique ne se trouve pas chez l'élite elle-même, mais dans la perception que le peuple s'en fait. Chaque fois que la population accepte sans réfléchir qu'un groupe possède une légitimité divine, héréditaire ou naturelle, elle abandonne une partie de sa liberté. Et cette abdication se transforme ensuite en tradition, puis en loi, puis en normalité. C'est ainsi que se forment les chaînes invisibles qui maintiennent les peuples dans la soumission mentale. L'élite n'a pas besoin d'imposer sa domination par la force lorsque le peuple la lui offre volontairement. Aucun être humain ne naît roi, mais beaucoup naissent soumis. Cette phrase résume le cœur du problème. La soumission n'est pas un état naturel, mais une condition acquise, apprise, répétée, transmise. On apprend aux enfants à respecter les figures d'autorité sans toujours leur expliquer qu'ils ont le droit, et parfois le devoir, de questionner. On leur inculque que certains ont le pouvoir et que cela ne doit pas être discuté. Ainsi, la soumission devient une habitude émotionnelle qui se perpétue sans effort. L'élitisme prospère lorsque les citoyens cessent de penser par eux-mêmes, lorsque le respect se transforme en vénération, lorsque la peur du désordre devient plus forte que le désir de liberté. Dans ce chapitre, l'objectif est de dévoiler ce mécanisme psychologique, social et politique qui transforme des individus ordinaires en dirigeants intouchables et des peuples libres en populations dociles. Le mythe de la monarchie et des élites n'est pas seulement une question historique, c'est un phénomène permanent qui influence encore nos sociétés actuelles. Comprendre qu'il s'agit d'une construction et non d'un destin permet de briser la fascination qui maintient les peuples dans une position inférieure. Le pouvoir ne se transmet pas par naissance, il se construit, il se négocie, il se conteste, et surtout, il se retire lorsque les peuples en prennent conscience. Partie 4. Le peuple comme source unique du pouvoir. Depuis que les sociétés humaines se sont organisées, une vérité fondamentale demeure, souvent oubliée mais pourtant indiscutable. Le pouvoir ne naît pas d'un trône, d'un uniforme, d'un bureau officiel ou d'un titre prestigieux. Il prend sa source dans le peuple, dans cette multitude d'individus qui, en acceptant de suivre une direction commune, confèrent à celui qui les représente une légitimité qui n'existait pas avant eux. Aucun dirigeant ne possède par nature une autorité supérieure. Aucun chef, aucune élite, aucun responsable ne peut exercer le moindre pouvoir sans le consentement, explicite ou implicite, de ceux qu'il gouverne. Cette réalité pourtant simple a été obscurcie par des siècles de traditions, de discours savamment entretenus et de mécanismes politiques destinés à faire croire aux citoyens que leur rôle se limite à obéir. Pourtant, ce chapitre le rappelle avec force, le peuple est la seule véritable source du pouvoir, et tout dirigeant n'est rien d'autre qu'un employé du peuple, un serviteur mandaté, un représentant temporaire. Lorsque l'on observe l'histoire politique du monde, une constante apparaît clairement. Les dirigeants les plus puissants ne le sont que parce que la population a accepté, d'une manière ou d'une autre, de leur déléguer son autorité collective. Même les régimes les plus autoritaires ont besoin d'un minimum de coopération sociale pour se maintenir. Sans ce soutien tacite, sans la participation des citoyens, les institutions s'effondrent comme un château de cartes. Le peuple possède une force silencieuse mais immense. Il peut conférer le pouvoir et il peut le retirer. Mais cette force reste inutilisée lorsque les citoyens oublient qu'elle leur appartient, lorsque la peur, l'habitude ou l'indifférence les poussent à croire qu'ils n'ont plus leur mot à dire.
Alors le pouvoir, qui devrait circuler librement du peuple vers les institutions, se fige entre les mains d'une minorité. La légitimité politique ne repose pas sur la force, ni sur la richesse, ni sur une intelligence supposément supérieure. Elle repose sur le consentement collectif, une notion aussi simple qu'essentielle. Chaque fois qu'un citoyen obéit à une loi, respecte une règle ou reconnaît l'autorité d'un responsable, il participe à la construction du pouvoir politique. Ce pouvoir est donc un produit collectif, une énergie sociale qui s'accumule lorsque les individus décident d'agir ensemble. Un dirigeant ne possède cette énergie que parce qu'on la lui transmet. S'il perd le soutien de ceux qu'il gouverne, son pouvoir s'évapore, peu importe son statut, son titre ou ses discours. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui semblaient inébranlables et qui, du jour au lendemain, ont vu leur autorité disparaître parce que le peuple s'est retiré de la dynamique de consentement. Ce renversement soudain n'est pas une anomalie, mais la preuve que le pouvoir dépend entièrement de la volonté collective. Un dirigeant n'est donc pas un maître, mais un employé. Il n'est pas au-dessus du peuple, mais au service du peuple. Son rôle n'est pas de dominer, mais d'exécuter la mission que la population lui confie. Cette conception pourtant logique a été distordue par des siècles de propagande politique et de culture hiérarchique. Beaucoup de dirigeants se sont accrochés à l'idée qu'ils étaient supérieurs, indispensables, presque sacrés. Ils ont entretenu cette perception à travers des symboles, des discours, des cérémonies et des privilèges destinés à les distinguer du citoyen ordinaire. Mais sous cette façade, la vérité demeure. Un chef qui oublie qu'il est un employé finit par perdre tout contact avec ceux qu'il représente. Et un peuple qui oublie qu'il est l'employeur finit par se retrouver dominé par ceux qu'il devrait superviser. Chaque citoyen, même le plus humble, participe à la construction du pouvoir politique. Lorsqu'il vote, lorsqu'il paie des impôts, lorsqu'il respecte des décisions collectives, il contribue à l'ordre social. Mais cette contribution ne doit jamais être une abdication. Le peuple ne doit pas se considérer comme un spectateur mais comme le cœur du système. La démocratie, sous toutes ses formes, repose sur cette responsabilité partagée. Choisir, contrôler, corriger, destituer. Un dirigeant n'est pas nommé pour être adoré ou craint, mais pour être évalué, critiqué et remplacé si nécessaire. Le peuple a non seulement le droit, mais le devoir de destituer ceux qui trahissent leur mission. Le pouvoir politique est un contrat moral, et comme tout contrat, il peut être rompu lorsque l'une des parties ne remplit plus ses obligations. Beaucoup de crises politiques naissent de l'oubli de cette vérité, lorsque les dirigeants commencent à se croire intouchables, indispensables ou supérieurs, ils agissent en propriétaires plutôt qu'en serviteurs. Ils oublient que leur autorité est temporaire, conditionnelle, dépendante du soutien de la population. Et lorsque le peuple, de son côté, cesse de surveiller, d'exiger, de questionner, il crée les conditions idéales pour que les abus se multiplient. Ainsi, la distance entre gouvernants et gouvernés s'élargit jusqu'à produire des régimes où le pouvoir semble confisqué alors qu'il est simplement abandonné. Le danger ne vient pas uniquement des dirigeants ambitionnés, mais aussi des citoyens qui renoncent à leur rôle de source du pouvoir. Le consentement collectif peut prendre plusieurs formes, certaines visibles, d'autres plus discrètes. Lorsque des millions de personnes obéissent à une loi sans la questionner, elles renforcent le système. Lorsqu'elles participent aux institutions, elles les légitiment. Lorsqu'elles manifestent, elles expriment leur désaccord, mais reconnaissent malgré tout l'existence d'un cadre politique. Même l'inaction est une forme de consentement, car elle laisse la situation intacte. Le pouvoir des dirigeants repose donc sur un équilibre subtil entre action et passivité du peuple. Et tant que cet équilibre est maîtrisé par les institutions, le système semble stable. Mais dès que la population réalise qu'elle détient la véritable source de légitimité, le rapport de force se renverse entièrement. Le pouvoir n'appartient pas aux chefs, mais à ceux qui les tolèrent. Cette phrase résume le message central de ce chapitre. Aucun dirigeant ne peut exercer un pouvoir que le peuple refuse. Lorsqu'une population se lève et dit non, l'autorité s'effondre. Cela peut prendre la forme d'une révolution, d'une grève générale, d'un rejet électoral massif ou simplement d'un refus collectif d'obéir. Chaque fois que le peuple retire son consentement, même silencieusement, les institutions tremblent. Les dirigeants le savent mieux que quiconque,
C'est pourquoi ils cherchent constamment à entretenir l'impression que leur autorité est naturelle, indiscutable, permanente. Ils utilisent les symboles, les discours rassurants, les rituels politiques pour maintenir l'illusion d'une supériorité qu'ils ne possèdent pas. Mais derrière chaque discours, chaque promesse, chaque décision, une réalité demeure, leur pouvoir dépend totalement du peuple. Cette dynamique n'est pas seulement théorique, elle est profondément pratique. Le peuple n'a pas besoin d'une force brute pour récupérer son pouvoir. Il lui suffit de cesser de participer à l'autorité qu'il juge illégitime. Un système politique sans adhésion populaire est comme un corps sans respiration. Même les régimes les plus oppressifs finissent par tomber lorsque la population décide de ne plus coopérer. L'histoire le montre dans des dizaines de pays, sous tous les types de gouvernements. La volonté collective est plus puissante que n'importe quelle armée, plus durable que n'importe quelle loi. Lorsqu'elle se manifeste, elle transforme le monde. Mais pour que le peuple reprenne conscience de sa force, il doit d'abord comprendre qu'il l'a toujours eue. On n'accorde pas au peuple une puissance nouvelle, on lui rappelle simplement celle qu'il a oubliée. Les dirigeants ne peuvent exister sans ceux qui les soutiennent, les financent, les suivent, les respectent. Et lorsque le peuple réalise que ce soutien est un choix, non une obligation, sa vision du pouvoir change radicalement. Il cesse de se percevoir comme un sujet et se reconnaît enfin comme un acteur, un propriétaire légitime de l'autorité collective. La grande illusion politique consiste à convaincre les citoyens qu'ils sont faibles, divisés ou incapables d'agir par eux-mêmes. Tant qu'ils croient cela, ils laissent les dirigeants décider à leur place. Mais chaque fois que le peuple comprend qu'il est la source unique du pouvoir, le système politique se rééquilibre. Le dirigeant devient ce qu'il aurait toujours dû être, un serviteur temporaire, un gestionnaire chargé d'exécuter la volonté collective. Le peuple devient ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, la force souveraine, la conscience morale, le moteur de la société. Chapitre 5. Courage de rompre avec l'injustice. Beaucoup de sociétés traversent les époques en endurant des souffrances qu'elles auraient pu éviter, simplement parce que les individus qui la composent hésitent à remettre en question ce qu'ils connaissent. Le changement leur semble risqué, inconfortable, parfois dangereux, alors que la stabilité, même lorsqu'elle est injuste, paraît rassurante. Dans ce chapitre, l'idée essentielle est que les peuples ne sont pas dominés seulement par la force des institutions ou la ruse des dirigeants, mais surtout par la peur intérieure qui les empêche de revendiquer leur pouvoir naturel. La véritable oppression commence dans l'esprit lorsque l'on croit que rien ne peut être transformé, que l'injustice est un destin, ou que la souffrance doit être tolérée parce qu'elle fait partie de la vie. Pourtant, la liberté n'est pas un cadeau accordé, mais un effort constant, un combat intérieur, une responsabilité que chaque citoyen doit assumer pleinement. La plupart des injustices perdurent, non pas parce qu'elles sont impossibles à renverser, mais parce que certains y trouvent un avantage et que d'autres n'osent pas les confronter. Une injustice profite toujours à quelqu'un et souvent, ceux qui en bénéficient s'organisent pour la maintenir, tandis que ceux qui en souffrent se convainquent qu'ils ne peuvent rien y faire. Dans cette dynamique, le courage politique devient un acte révolutionnaire. Il ne s'agit pas seulement de se lever contre un système oppressif, mais d'oser penser librement, d'oser remettre en question ce que tout le monde considère comme normal, d'oser dire non à ce qui semble inévitable. La liberté commence dans l'esprit, dans la capacité à se dire que l'ordre établi n'a pas le droit d'être éternel si cet ordre est injuste. La peur du changement est profondément humaine. Elle provient de notre besoin de sécurité, de notre instinct qui nous pousse à éviter l'inconnu. Mais ce même instinct peut devenir une prison mentale lorsque la stabilité devient synonyme de souffrance. Beaucoup de peuples acceptent des conditions injustes parce qu'ils craignent ce qui viendrait après une révolte, un soulèvement ou même un simple refus collectif. Ils préfèrent supporter l'injustice qu'ils connaissent plutôt que de risquer un avenir incertain. Pourtant, cette attitude nourrit un cercle vicieux. Plus la population accepte l'injustice, plus l'injustice se renforce et plus le changement devient difficile. Le courage de rompre avec l'injustice commence donc par une prise de conscience intime. Le statu quo n'est pas un refuge, mais une illusion de sécurité. L'injustice est souvent présentée comme une fatalité, alors qu'elle est toujours le produit d'actions humaines, de choix politiques, de mécanismes de pouvoir. Rien dans le monde social n'est permanent. Les lois se changent,
Les institutions évoluent, les dirigeants passent. Ce qui demeure, c'est la capacité des peuples à dire stop ou à continuer de se taire. Lorsque les citoyens refusent l'injustice, même silencieusement, même timidement, les fondations du système commencent déjà à trembler. Mais pour que ce refus prenne forme, un élément essentiel doit émerger. Le courage. Pas le courage héroïque des récits mythiques, mais le courage quotidien, celui de penser différemment, celui de critiquer sans peur, celui de ne pas céder au confort mental de l'obéissance automatique. Les peuples souffrent souvent parce que l'injustice bénéficie à une minorité qui s'accroche désespérément à ses privilèges. Cette minorité entretient un discours selon lequel l'ordre établi est nécessaire, naturel, inévitable. Les dominés finissent parfois par accepter ces récits, non pas parce qu'ils les approuvent, mais parce qu'ils n'imaginent pas d'alternative. La première chaîne de l'oppression est toujours mentale. Elle convainc les individus qu'ils sont trop petits pour agir, trop isolés pour peser, trop dépendants pour résister. Pourtant, chaque transformation historique montre le contraire. Le pouvoir d'un peuple est immense lorsqu'il cesse de croire aux limites qu'on lui impose. Dans ce chapitre, Thomas Paine appelle chacun à comprendre que la liberté implique une forme de responsabilité qui peut parfois être lourde à porter. Beaucoup préfèrent la soumission justement parce qu'elle semble plus facile. On obéit, on se tait, on s'adapte, on laisse d'autres décider. La soumission procure un certain confort, celui de ne pas avoir à penser, de ne pas avoir à lutter, de ne pas avoir à affronter les conséquences de ses choix. Mais ce confort est trompeur, car il s'achète au prix de la dignité et de la liberté. À long terme, la soumission détruit l'individu, étouffe la société et donne naissance à des gouvernements qui se croient au-dessus du peuple. La liberté, au contraire, demande de la vigilance, du discernement, de l'effort. Elle oblige à rester réveillé, à questionner, à s'informer, à exercer son esprit critique. Elle demande parfois de prendre des risques, de se confronter à l'autorité, de dénoncer ce qui ne fonctionne pas. Être libre, c'est accepter de porter sur ses épaules une part de responsabilité collective, c'est reconnaître que chaque citoyen, même isolé, contribue à façonner le monde dans lequel il vit. La liberté n'est pas simplement l'absence de chaînes, elle est la capacité de dire non, de réfléchir, d'agir, de refuser l'injustice même lorsqu'elle est institutionnalisée. La véritable force d'un peuple se mesure à son courage de sortir du silence. L'injustice prospère dans les zones grises, dans les non-dits, dans les habitudes. Elle se nourrit de la fatigue morale, de la résignation, du sentiment que rien ne peut changer. Pourtant, chaque grande avancée sociale a commencé par une poignée de personnes qui ont osé dire que l'ordre établi n'était pas acceptable. Leur voix a souvent été moquée, ignorée ou combattue, mais elle a ouvert la voie à un mouvement plus large. Les peuples n'ont besoin que de quelques graines de courage pour réveiller une volonté collective qui semblait éteinte. Rompre avec l'injustice demande de comprendre profondément la mécanique du pouvoir. L'autorité ne tombe jamais du ciel, elle est nourrie par ceux sur qui elle s'exerce. Un dirigeant injuste peut sembler indestructible, tant que les citoyens continuent de le nourrir par leur obéissance. Mais dès que ce soutien se fissure, même légèrement, son pouvoir vacille. Ce n'est pas l'autorité qui est forte, c'est la croyance du peuple en cette autorité. La peur du changement est donc la seule arme véritable de l'oppression. Une fois cette peur dissipée, tout devient possible. Le courage politique commence toujours par une pensée libre. Avant les manifestations, les révolutions, les mouvements, il y a une idée, fragile mais puissante. L'idée que l'injustice n'est pas un destin, que le peuple n'est pas impuissant, que le système peut être transformé. Penser librement est un acte subversif dans une société où les discours dominants cherchent à formater les opinions. Cela demande du discernement, un sens critique aiguisé, et la capacité de se détacher de la foule pour observer la réalité avec lucidité. Celui qui pense librement devient dangereux pour tout système injuste, car il cesse d'accepter les récits fabriqués pour maintenir l'ordre. Chaque acte de courage, même minuscule, crée une onde qui se propage. Le simple fait d'exprimer un doute, de poser une question, de refuser une règle arbitraire, peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Le courage est contagieux. Il se diffuse à travers les regards, les conversations, les gestes.
Lorsque quelques citoyens s'autorisent à penser différemment, ils montrent au reste de la société qu'une autre voie est possible. Le peuple n'a pas besoin d'être unanime pour initier un changement. Il a simplement besoin de rompre la peur collective. Ce chapitre montre avec force que la liberté ne peut se déployer que lorsque les individus acceptent de sortir de leur zone de confort. Tant que la soumission apparaît comme la solution la plus simple, l'injustice continuera de prospérer. Mais dès que le peuple choisit la responsabilité au lieu du confort, la dynamique du pouvoir change radicalement. Ceux qui gouvernent doivent alors rendre des comptes, justifier leurs décisions, respecter leurs engagements. Le peuple cesse d'être une masse passive pour devenir un acteur conscient de son propre destin. Le courage de rompre avec l'injustice ne se résume pas à des actes spectaculaires. Il peut prendre la forme d'un refus intérieur, d'une réflexion personnelle, d'une prise de conscience silencieuse. C'est dans les esprits que la révolution commence, lorsqu'une masse d'individus comprend que la normalité n'est pas toujours juste et que la justice n'est possible que si l'on ose s'écarter du chemin tracé par les puissants. La liberté n'est pas offerte par les dirigeants. Elle est revendiquée par le peuple. Elle se conquiert dans l'esprit avant de se manifester dans l'action. La grande leçon de ce chapitre est simple mais profonde. L'injustice ne disparaît pas parce qu'elle est condamnée moralement, mais parce qu'elle cesse d'être tolérée. Le peuple est capable du meilleur comme du pire selon le courage qu'il possède. Lorsqu'il ferme les yeux, il nourrit sa propre servitude. Lorsqu'il se redresse, même timidement, il renverse des dynasties. Le choix entre la liberté et la soumission est toujours un choix intérieur avant d'être un choix politique. Et chaque citoyen, quel que soit son parcours, possède cette capacité de décider s'il veut vivre debout ou se courber par confort. Ce chapitre nous rappelle que la véritable émancipation commence lorsque chacun prend conscience de sa force morale. L'injustice n'est pas un monstre invincible. C'est une construction humaine, fragile, maintenue uniquement par la peur et l'habitude. Le courage, même discret, est l'arme la plus puissante que possède un peuple. Lorsqu'il l'utilise, l'histoire change de direction. Lorsque le peuple accepte d'être responsable de sa liberté, les portes du changement s'ouvrent et les systèmes injustes tombent un à un. Chapitre 6. Comment les peuples se libèrent? Comprendre la libération d'un peuple demande d'observer non seulement les événements visibles, mais surtout les mouvements silencieux qui naissent dans les consciences avant d'apparaître dans les rues. Chaque transformation collective commence dans l'esprit de quelques individus qui refusent de continuer à vivre comme si l'injustice était une loi naturelle. La liberté ne surgit pas soudainement, elle se construit par étapes, comme une lumière qui gagne progressivement un espace longtemps plongé dans l'ombre. Dans cette partie, le but est de montrer comment un peuple, même fragmenté, même fatigué, même persuadé que rien ne changera jamais, peut se relever et bâtir une réalité nouvelle à partir d'une simple étincelle de lucidité. La première étape de cette libération commence presque toujours lorsque les citoyens réalisent que le malaise qu'ils ressentent n'est pas une fatalité individuelle mais un malaise collectif. Cette prise de conscience naît quand les discours officiels ne suffisent plus à masquer la contradiction entre ce qui est promis et ce qui est vécu. Souvent, elle commence par un doute, une question, un sentiment de décalage. Une personne se demande pourquoi un petit groupe impose ses règles à la majorité. Une autre se demande pourquoi des ressources abondantes ne profitent qu'à ceux qui n'en ont pas besoin. Une troisième observe que les lois ne protègent pas tous les citoyens de la même façon. Petit à petit, ces interrogations isolées se croisent, se partagent, se renforcent. Un peuple se libère d'abord dans sa tête, lorsqu'il comprend que la souffrance qu'il endure n'est pas due au destin, mais à un système construit, géré et parfois mal utilisé. La prise de conscience est une révolution discrète, mais elle est le commencement de toutes les autres, car aucune chaîne ne se brise tant que l'esclave se croit né pour porter le poids du maître. Une fois cette clarté obtenue, même timidement, la deuxième étape apparaît presque naturellement. Construire une pensée indépendante. Cette étape est difficile, car elle oblige les individus à se défaire des croyances imposées, des récits conçus pour les maintenir dociles, des peurs soigneusement entretenues par ceux qui profitent de l'ordre établi. La pensée indépendante ne se forme pas dans l'euphorie, mais dans la lucidité.
Elle demande de réexaminer les traditions, les lois, les normes sociales, et même les réflexes de soumission que chacun porte en soi. Beaucoup découvrent alors que ce qu'ils prenaient pour des vérités immuables ne sont que des habitudes transmises de génération en génération sans jamais être questionnées. Penser librement, c'est réapprendre la logique. C'est oser dire « Pourquoi devrais-je accepter cela ? Pourquoi serait-ce la seule manière de vivre ? Pourquoi serais-je incapable de décider par moi-même de ce qui est juste pour ma communauté ?» Cette étape fait peur à ceux qui préfèrent le confort de la conformité, mais elle est indispensable, car aucun peuple ne peut se libérer en conservant la mentalité qui a permis son oppression. Une fois qu'une partie de la population a réappris à penser, la troisième étape se déclenche, le refus de l'autorité injuste. Ce refus n'est pas un simple geste de défi, c'est un acte profondément réfléchi, enraciné dans la conviction que l'obéissance aveugle nourrit les abus et affaiblit l'humanité. Les peuples opprimés ne se lèvent pas du jour au lendemain. Ils se lèvent quand ils n'arrivent plus à regarder leurs enfants en leur disant que l'avenir sera meilleur, alors qu'ils entretiennent eux-mêmes la mécanique de la soumission. Ce refus prend d'abord la forme d'une désobéissance silencieuse, d'un questionnement exprimé à voix basse, d'un doute partagé entre voisins, entre collègues, entre familles. Puis il devient une force sociale. Les citoyens cessent d'accepter les mensonges répétitifs, les décisions arbitraires, les privilèges injustifiés. Ils arrêtent de considérer les dirigeants comme des figures sacrées et se rappellent qu'ils ne sont que des gestionnaires temporaires du pouvoir collectif. Ce refus grandit à mesure que les individus comprennent que l'autorité politique n'a de poids que celui qu'ils acceptent de lui donner. Lorsqu'un peuple retire son consentement intérieur, le consentement visible finit tôt ou tard par s'effondrer. À ce moment précis commence la dernière grande étape, la création d'un nouveau système. Les peuples ne se libèrent pas seulement en détruisant ce qui les oppresse, ils se libèrent surtout en construisant ce qui doit les remplacer. Un système meilleur ne tombe pas du ciel. Il se façonne avec des idées, des débats, des compromis et surtout une vision collective. Cette vision rappelle que la société doit être au centre de tout, non l'État. Que la coopération doit primer sur le contrôle. Que la justice doit servir l'ensemble et non une minorité. Que les droits fondamentaux ne devraient jamais dépendre de la générosité des gouvernants, mais être garantis par la détermination des citoyens. La création d'un nouveau système demande du courage, parce qu'elle implique de rompre avec les anciens repères. Beaucoup préfèrent la stabilité de l'injustice à l'incertitude de la liberté, mais ceux qui choisissent d'avancer comprennent rapidement que la liberté ne peut être offerte par aucun dirigeant. Elle est toujours conquise par la maturité du peuple qui la réclame. Ce nouveau système se construit progressivement, par des réunions locales, par des idées qui circulent, par des projets collectifs, par des actes de solidarité qui démontrent que la société peut fonctionner autrement que sous la surveillance permanente d'une autorité centralisée. Chaque geste de coopération, aussi petit soit-il, est une preuve que les citoyens peuvent s'organiser sans attendre qu'un pouvoir supérieur leur dicte quoi faire. À mesure que cette organisation s'améliore, les anciennes structures perdent leur emprise. Les autorités qui contrôlaient, par la peur, constatent que leur influence diminue. Les élites qui vivaient des privilèges hérités découvrent que le peuple n'est plus prêt à soutenir un système qui lui coûte sa dignité. Les institutions autrefois perçues comme intouchables deviennent soudain questionnables, discutables, réformables. Un peuple qui se libère ne cherche pas seulement à remplacer ses dirigeants, il cherche à remplacer la logique même de son organisation sociale. La libération n'est donc pas un événement mais une maturation progressive. Elle commence dans l'esprit, se propage dans le cœur, puis se transforme en action. Elle devient une force irréversible lorsque suffisamment de citoyens comprennent que leur avenir ne peut être confié à un petit nombre de personnes qui gouvernent sans jamais subir les conséquences de leurs propres erreurs. La libération authentique survient lorsque chacun réalise que le pouvoir ne doit pas descendre du sommet vers la base, mais remonter de la base vers le sommet. Les peuples ne gagnent rien à reprendre le même système en changeant seulement les noms de ceux qui le dirigent. Ils gagnent en revanche tout lorsqu'ils comprennent que la véritable souveraineté se trouve dans leur unité, dans leur conscience et dans leur capacité à refuser collectivement ce qui trahit leur dignité. Ainsi, la libération d'un peuple n'est pas une utopie,
mais un processus concret. Elle commence par une simple pensée qui refuse l'inacceptable, puis se renforce grâce à une communauté qui partage le même désir de justice. Elle s'affirme lorsque les citoyens osent dire non à une autorité qui a cessé de les représenter, et elle se réalise pleinement lorsqu'ils bâtissent ensemble un nouveau système où le pouvoir est un outil, non un trône. C'est dans cette dynamique que se joue l'avenir des nations. La liberté ne dépend jamais de la volonté des dirigeants, mais de la clarté, du courage et de l'unité des peuples qui décident de redevenir les auteurs de leur propre histoire. Chapitre 7. Une nation nouvelle. Vision d'avenir. Imaginer une nation nouvelle, c'est accepter de regarder l'avenir avec un regard débarrassé de la peur, du cynisme et des habitudes politiques qui ont trop longtemps étouffé l'espoir. Toute société capable de se réinventer commence par reconnaître que le futur n'est pas un simple prolongement du passé, mais une page encore vierge, ouverte, prête à recevoir les rêves, les luttes et la volonté de ceux qui refusent la fatalité. Une nation nouvelle ne se bâtit pas avec les ruines de l'ancien système, mais avec l'énergie de ceux qui ont compris que rien n'est plus dangereux que d'abandonner leur destin entre les mains d'un pouvoir qu'ils ne contrôlent pas. Cette vision d'avenir repose sur une idée simple. Un système juste n'a pas besoin d'être complexe, un système transparent n'a pas besoin d'être lourd, et un système équilibré n'a pas besoin de s'appuyer sur des privilèges héréditaires. Le progrès réel naît lorsque les citoyens cessent de croire que la sophistication administrative est un signe d'efficacité. Au contraire, plus un système est compliqué, plus il est facile à manipuler par ceux qui savent en tordre les règles à leur avantage. Une nation vraiment moderne doit donc rechercher la simplicité non comme une faiblesse, mais comme une exigence démocratique. Un État clair, lisible, compréhensible par tous est un État qui ne cache rien, qui ne manipule pas, qui ne gouverne pas dans l'ombre. La transparence devient alors un pilier fondamental, non pas une promesse de campagne, mais une pratique quotidienne, où les décisions publiques sont visibles, où les budgets sont accessibles, où les responsables politiques savent qu'ils ne sont pas des maîtres, mais des serviteurs. L'avenir d'une société libre dépend de sa capacité à empêcher que l'autorité se transforme en domination. La démocratie, dans cette vision, cesse d'être une religion qu'on respecte aveuglément et devient un outil vivant, adaptable, perfectible. Trop longtemps, on a enseigné au peuple que la démocratie est la forme politique ultime, comme si aucune amélioration n'était possible, comme si l'humanité avait atteint le sommet de son intelligence civique. Pourtant, une démocratie qui ne se remet pas en question devient rapidement un masque pour dissimuler les injustices. Une démocratie nouvelle doit accepter de se réinventer en permanence, de corriger ses erreurs, de moderniser ses méthodes, de redistribuer le pouvoir dès qu'il se concentre entre trop peu de mains. Elle doit fonctionner comme une maison vivante dont chaque génération répare, améliore, renforce les fondations. Une nation nouvelle ne peut émerger sans placer 3 valeurs au cœur de toutes ses décisions. La liberté, l'égalité et la responsabilité. La liberté ne doit pas être un slogan, mais une réalité quotidienne. Liberté de penser sans peur, liberté de critiquer sans être marginalisé, liberté d'entreprendre sans être étranglé par des systèmes injustes, liberté de vivre sans craindre que les décisions politiques ignorent la voix du peuple. L'égalité, ensuite, ne signifie pas rendre tout le monde identique, mais garantir que chacun dispose du même poids politique, du même accès à la justice, de la même dignité. Une société équilibrée ne peut tolérer des privilèges transmis comme des titres de noblesse, ni des injustices qui deviennent culturelles simplement parce qu'elles sont anciennes. Enfin, la responsabilité est la valeur qui permet à la liberté et à l'égalité de ne pas se transformer en chaos. Être libre implique de respecter la liberté d'autrui. Être égal implique d'assumer les conséquences de ses choix. Participer à la vie collective implique de comprendre que chaque citoyen contribue à la solidité ou à la fragilité de la nation. Une société responsable ne cherche pas des sauveurs, mais des solutions. Elle ne s'appuie pas sur un chef unique, mais sur une intelligence collective capable de corriger ses erreurs. Une nation nouvelle doit encourager chaque individu à devenir acteur de son avenir. Cela signifie que la culture politique doit changer. On ne demande plus au peuple d'attendre, d'espérer, de survivre, mais d'imaginer, de proposer, d'agir. La transformation nationale naît lorsqu'un peuple cesse d'être spectateur et se transforme en bâtisseur.
Ce changement commence dans les écoles, où l'on apprend aux enfants non seulement à connaître leurs droits, mais aussi à comprendre les mécanismes du pouvoir, pour éviter qu'à l'âge adulte, ils ne deviennent des citoyens dociles ou manipulables. La vision d'avenir exige également que les institutions cessent d'être des forteresses éloignées du peuple. Une nation moderne doit rapprocher les lieux de décision de ceux qui vivent les réalités quotidiennes. Le pouvoir doit descendre au plus près des citoyens, dans les communes, dans les associations, dans les initiatives locales. Plus la gouvernance est proche de la population, moins elle se corrompt. Une nation nouvelle doit aussi protéger les citoyens contre les dérives politiques par des mécanismes simples et efficaces. Mandat court, évaluation régulière, révocation possible en cas de trahison de la confiance, transparence sur toutes les décisions majeures. Ces outils ne sont pas des signes de méfiance envers les dirigeants, mais des garde-fous nécessaires pour maintenir l'équilibre entre autorité et contrôle démocratique. Une vision authentique de l'avenir exige également un nouveau rapport à la justice. La justice ne doit pas être un privilège pour ceux qui peuvent se payer les meilleurs avocats, ni un spectacle où les puissants échappent aux sanctions parce qu'ils savent manipuler le système. Une nation nouvelle se reconnaît à la manière dont elle protège les faibles contre les forts, dont elle refuse que des crimes politiques soient effacés par des alliances, des compromis ou des calculs électoraux. La justice doit être la même pour tous, sans exception, car aucune société ne peut se dire libre si certains citoyens sont au-dessus de la loi. Il faut également comprendre que la prospérité nationale ne se résume pas à la croissance économique. Une nation nouvelle ne mesure pas sa réussite uniquement avec des chiffres, mais avec le bien-être réel de sa population, l'accès égal à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à la créativité, à l'expression. Une société qui enrichit une minorité tout en appauvrissant la majorité n'est pas prospère. Elle est malade. Le véritable progrès consiste à créer un environnement où chacun peut développer son potentiel sans être freiné par des obstacles artificiels. Dans cette vision, la culture joue un rôle majeur. Une nation nouvelle se construit avec des idées, avec des rêves, avec des œuvres, avec une mémoire qui valorise les luttes du passé tout en ouvrant les portes du futur. Une culture vivante encourage le débat, valorise la diversité, protège la liberté d'expression même lorsqu'elle dérange. Elle évite les dogmes, y compris les dogmes politiques qui prétendent détenir la vérité absolue. Aucun peuple ne peut avancer si sa pensée est enchaînée. Une nation nouvelle doit également apprendre à gérer ses ressources avec sobriété, intelligence et équité. L'avenir appartient aux sociétés capables de protéger ce qu'elles possèdent, d'investir dans l'innovation, de réduire les gaspillages et d'assurer que les générations futures héritent d'un pays solide et non d'un ensemble de dettes, de ruines ou de dépendances. La vision d'avenir exige, enfin, une audace collective. Rien de grand ne se construit dans le silence ou la résignation. Une nouvelle société naît quand ses membres osent rêver à haute voix, osent dénoncer ce qui ne fonctionne pas, osent proposer ce qui pourrait fonctionner mieux. L'audace n'est pas une provocation, c'est une preuve d'amour envers la nation. Une nation nouvelle émergera lorsque suffisamment de citoyens comprendront qu'ils ne sont pas des spectateurs, mais des héritiers, que leur pays n'est pas un territoire mais une mission, que leur avenir n'est pas un cadeau mais une conquête. Un peuple qui ose penser différemment finit toujours par vivre différemment. Et lorsqu'une nation parvient à unir simplicité, justice, transparence, liberté, égalité et responsabilité, elle devient un modèle, un repère, une source d'inspiration pour le monde entier. La vision d'avenir n'est donc pas une promesse vague, mais une possibilité réelle. Elle prendra forme le jour où les citoyens auront assez de confiance pour construire ensemble, assez de courage pour s'opposer à ce qui trahit leurs valeurs, et assez d'ambition pour imaginer une société où chacun a une place, une voix et un avenir. Une nation nouvelle ne demande qu'une chose pour naître, un peuple qui croit en lui-même. La force de ce livre ne réside pas dans la critique d'un gouvernement particulier, ni dans le rejet d'un système précis. Elle trouve sa puissance dans la manière dont il tend un miroir à chacun, un miroir qui renvoie notre propre responsabilité dans la construction, l'entretien ou la destruction des structures qui gouvernent nos vies. Ce n'est pas un manifeste destiné à rallumer de vieilles querelles politiques.
C'est une invitation à examiner ce que nous acceptons, ce que nous nourrissons par nos habitudes, nos silences, nos peurs ou nos espérances. Il parle à l'individu avant de parler aux citoyens, et c'est pour cela qu'il dérange, inspire et réveille. La liberté, comme le rappelle Thomas Paine, n'est jamais donnée par un État, un roi, une constitution ou une institution prétendument protectrice. Elle ne naît ni des armes, ni des discours, mais de la pensée. Tant que l'esprit demeure enfermé dans les limites imposées par les traditions aveugles, les autorités incontestées ou la peur du désordre, aucune transformation durable n'est possible. La servitude la plus dangereuse n'est pas celle qui enchaîne les corps, mais celle qui façonne les idées au point que l'on croit naturel d'obéir à ce qui devrait être questionné. La liberté authentique commence donc par une rupture intérieure, par la capacité de dire « Je ne veux plus vivre selon ce qui m'endort, mais selon ce qui m'élève ». Ce livre rappelle que chaque société, qu'elle soit grande ou petite, est toujours le reflet de la conscience collective de ses membres. Si un peuple se résigne, le pouvoir s'étend. Si un peuple se tait, l'injustice se fortifie. Si un peuple a peur, la tyrannie gagne un terrain immense. Mais si un peuple se réveille, même lentement, même timidement, le monde change. L'histoire de l'humanité est remplie de moments où des hommes et des femmes ordinaires ont brisé le poids du déterminisme simplement en décidant de penser par eux-mêmes. Une idée libre a toujours plus de force qu'une loi injuste. Une conscience éveillée peut modifier un destin collectif plus sûrement qu'une révolution violente. Le lecteur est donc placé devant un choix fondamental. Subir ou transformer. Subir, c'est accepter que d'autres pensent à sa place, décident pour lui, tracent les limites de ce qu'il a le droit d'être ou d'espérer. C'est vivre dans un confort apparent, où la tranquillité n'est que la façade de la dépendance. Transformer, au contraire, c'est reprendre la souveraineté intérieure, celle qui permet de regarder l'autorité en face sans trembler, non pas pour la détruire, mais pour la remettre à sa juste place, un outil au service du peuple, jamais un maître au-dessus de lui. Le réveil que propose Paine n'est pas un cri de colère, mais un souffle de lucidité. Il ne pousse pas à la révolte aveugle, mais à la responsabilité éclairée. Il enseigne que la première révolution est personnelle, qu'elle se déroule dans la conscience avant de se manifester dans les institutions. Elle demande du courage, certes, mais aussi de la clarté. Celui qui ne se connaît pas lui-même ne pourra jamais défendre sa liberté. Celui qui ne comprend pas les mécanismes de l'autorité ne pourra jamais les transformer. L'appel lancé ici est donc simple, mais puissant. Redevenir auteur de sa propre société et non spectateur d'un système qui avance sans nous. Regarder le monde non plus comme une réalité immuable, mais comme une construction humaine qui peut être améliorée, équilibrée, rectifiée. Comprendre que chaque citoyen détient une part du pouvoir qu'il croit appartenir uniquement aux dirigeants. Et surtout, se rappeler que la liberté n'est pas un héritage que l'on reçoit, mais une responsabilité que l'on incarne. Ce livre ne juge personne. Il réveille. Il ne distribue pas des ennemis. Il éclaire des mécanismes. Il ne divise pas. Il rassemble autour d'une idée fondamentale, celle que chaque être humain, par sa raison et sa dignité, possède le droit et le devoir de participer à la création d'une société plus juste. La véritable question n'est donc pas « qui nous dirige ?», mais « qui décidons-nous d'être ?» À la fin de cette lecture, chacun porte en lui une étincelle. Certains choisiront de la laisser s'éteindre par confort ou par peur. D'autres la protégeront, la nourriront, et en feront une lumière capable d'éclairer leur vie, et peut-être celle de leur communauté. L'appel au réveil est lancé. Il appartient désormais au lecteur d'y répondre, non par la colère ou le rejet, mais par la conscience, la lucidité et l'audace de penser autrement. Le monde se transforme toujours à partir d'un esprit qui s'éveille. Celui-ci pourrait être le vôtre.